à gauche. Bon, visiblement on s'est mis d'accord. Alors c'est comme en début de partie, c'est-à-dire qu'il y a les Monégasques, maillot rouge et blanc sur la gauche de votre écran, et ça va repartir pour 2 petits quarts d'heure. Deux petits quarts d'heure qui, j'espère, Didier, seront grandioses. C'est ce qu'on peut espérer, avec cette fois des tentatives bien cadrées, des accélérations dans la surface. Enfin là, ce sera difficile, hein, parce qu'il y aura de longues minutes dans les jeux. Voilà, tout le monde est prêt, les acteurs, les juges de touche, le chronomètre également. Alors, un petit coup de sifflet. Brasiliano, Zapia. C'est reparti comme en 14. Du côté de Metz, eh bien, on ne pourra plus effectuer de changement, alors que côté monégasque, eh bien, il y a toujours Récordier et Nino qui ont peut-être des fourmis dans les jambes sur leur banc de touche. Une main d'Amoros et les sifflets du public. Il y a pas mal de joueurs messins qui sont montés sur cette action. Nous n'allons pas tarder à les voir. Attention, non, c'est la tête de Bravo, de la montagne, de l'extérieur du pied. C'est très bien fait pour Krause. Il aura du mal à passer Baraja, Krause. Mais la talonnade de Baraja finalement fait l'affaire de Bravo, qui a devant lui Bernad. Attention, Ettore, qui n'a pas très bien apprécié la trajectoire du ballon, qui a hésité, mais Bellone était trop loin pour reprendre ce ballon. C'est donc une sortie de but. Oui, là c'est un peu surprenant, car Daniel Bravo a parfaitement vu qu'il n'y avait pas suffisamment de monégasques bien placés au deuxième poteau. Il a quand même tenté sa chance avec ce centre-tir, et nettement trop en profondeur. Bernad, Brasigliano, Congini, Pécou qui sortent à 3 monégasques, dont Amoros qui a le dernier mot. Amoros sur qui les monégasques pourront compter au cours de ces prolongations. Ce n'est pas les minutes supplémentaires qui lui font peur et qui pèsent sur ses jambes. Bellone, un centre qui était destiné au deuxième poteau, mais que Ettore a parfaitement capté au passage, et ça repart avec toujours Congini. Voilà, on le voit un peu plus souvent, lui, c'est normal, c'est le 13e homme. Il est entré en cours de jeu. Brasigliano, Bernad, et tout reste possible entre les deux finalistes. Hinsberger, serré de près par Simon. Une touche donc pour Metz. Il aura du mal à passer Bernad, et c'est une sortie de but absolument. Il est évident qu'arriver jusqu'au coup de pied de but, on avait dit cela aux Messins avant le coup d'envoi, je pense qu'ils auraient signé tout de suite. Car là, évidemment, ça ne se jouera sur pas grand-chose. Maintenant, ils ont peut-être également les moyens de s'imposer différemment et de tromper la défense monégasque. Ils l'ont prouvé à quelques reprises. Colombo, qui a un petit bandage sur la cheville gauche. Cela a dû se passer, d'ailleurs, il se plaint visiblement de cette cheville gauche. Cela a dû se passer pendant le repos, tout à l'heure dans les vestiaires. Bernad et Sonor, qui appuie beaucoup. Ici en possession du ballon, Sonor. Bernad. Ichnet pour Guingini. Bon envoi de Simon, de la montagne. Amoros, Bijota, non. Bernad, beaucoup trop lent, les monégasques. Tir de Bernad, mais comme toujours, en tout cas dans ce qui s'est passé dans le temps réglementaire, eh bien très loin du cadre, Georges. Pourtant, si la pelouse est pluvieuse, elle est en parfait état. Cela aurait pu se comprendre, cette multiplication de tirs manqués sur le terrain de Monaco, que vous connaissez bien, sur celui de Strasbourg, qui a quelques difficultés, où la pelouse est loin d'être plane. Mais là, si le terrain, disons, est détrempé, eh bien, il est parfaitement plane. Je l'ai foulé tout à l'heure, alors on ne comprend pas ces tirs manqués. Peut-être l'appréhension. C'est toujours un moment difficile que de participer à une finale. Une certaine hantise des deux côtés, alors que la touche est monégasque. Puel, Gengini serré par Congini. Gengini
pour Bijota qui s'enfonce, qui se heurte à Konjeni. Toujours Bijota, mais cette fois les Messins qui repartent avec Jean-Paul Bernat qui a vu sur sa gauche Konjeni préfère garder le ballon et lancer Kurbos, devancé par Simon. Et une nouvelle fois, Bravo dans bonne position en face de lui, Konjeni. Voilà un crochet, Konjeni est battu. Centre de Bravo. Ah, et dommage, il n'y avait pas légèrement en retrait à maillot rouge et blanc. Car là, ça aurait pu être un ballon mortel, mais ce ne l'est pas. Et c'est un ballon favorable à Berger. Simon. Très joli changement d'aile au passage d'Éric Pécou, qu'on peut peut-être souligner. C'était bien essayé de la part d'Insberger qui a vu Kurbos qui était bien parti dans le trou. Amoros de la montagne de moins en moins souvent sur le côté droit. D'ailleurs, pendant toute la deuxième mi-temps, il s'est trouvé dans l'axe. Cette fois, il est sur la gauche. Attention à ce centre, non. Pour Etor qui relance très rapidement maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que sur ce genre d'action, Monaco a pour une fois exceptionnellement appuyé. C'est-à-dire que là, les Messins vont bénéficier de contre, encore qu'ils remontent lentement. Si j'en crois leur défense, ils sont encore 5 en défense. Vous ne les voyez pas évidemment, c'est normal. On suit le jeu avec Bernad pour Pécou. Ouh, attention, Pécou qui s'est blessé là, à la suite de cette sortie d'Ettori, qui s'est télescopé avec Ettori, qui va d'ailleurs prendre de ses nouvelles. Vous savez que les deux joueurs ont évolué sous le même maillot il y a quelques années. C'était pas si vieux. Et Pécou est toujours à terre. Amoros pourrait faire un joli geste en mettant en touche. Mais enfin, le temps n'est pas au romantisme dans le football de haut niveau. Etor, lui, va peut-être remettre en touche. Non, il n'a même pas vu qu'Éric Pécou était blessé d'ailleurs. Zapia. C'est surtout M. Vautreau qui n'a rien aperçu. Oui, il se plaint du visage. Gérard Van der Gut au passage et les amis techniciens de la SFP nous l'ont montré. Et il est toujours par terre. Seulement, il faut que le ballon, à moins que M. Vautreau intervienne, voilà, et qu'on n'en parle plus. Allez, sort son carton vert. Et on y va. Pécou qui a été victime d'un direct d'Ettori peut-être. Qui au passage, en touchant le ballon, a également effleuré son visage. Peut-être si on peut se recaler pour le ralenti, encore que ça doit être assez difficile dans la mesure où cette action s'est déroulée il y a maintenant une bonne minute. Mais après tout, on ne sait jamais, nos techniciens de la SFP nous ont habitués à ce genre de performance. Alors nous espérons. Eh bien, vous voyez, avec vous Georges, on va voir. Oui, une balle qui était partie de Brassigliano. Et oui, vous voyez, c'est la tête de Leroux. Et Tori, lui, ne touche pas le ballon, mais il touche le visage et met KO Éric Pécou. J'ai même l'impression qu'il a été touché légèrement sur l'arrière et plutôt du côté de la nuque. On va le revoir sous un autre angle. Le ballon est partant de Brassigliano. La tête est de Leroux. Et Tori qui n'a pas pu se freiner là. Il était emporté par son élan. J'ai plutôt l'impression que ça a été une sorte de manchette de catcheur au moment où il voulait repousser. Dans le feu de l'action, ce sont des choses qui arrivent, mais enfin, plus de peur que de mal finalement, puisque Pécou récupère tranquillement. Il a la mâchoire dure. Et heureusement pour Metz, qui a déjà effectué ces deux changements, si Pécou était blessé, eh bien pendant 20-25 minutes, les Messins seront retrouvés à 10. Cet entre-deux est bizarre de la part de M. Vautreau. C'est la première fois que je vois ça en football, malheureusement on ne l'a pas vu. C'est pas un entre-deux, c'était un 1. C'est-à-dire qu'il a donné directement le ballon à Monaco. Baraja. C'était un entre-1 en fait. Voilà. Un entre-deux. Gingini, Baraja. J'appelle Gingini. Quingini. Pécou. Non, il y a le bout du pied de Leroux. Ce n'est pas terminé. Colombo. Sonor, Bernad. Intervention de Bijota. Mais Sonor est décidément un joueur très athlétique, très rapide. Et il avait 2 mètres de retard au départ de cette action. Il s'est arrangé pour les retrouver et s'utiliser ce ballon à Dominique Bijota. Et toujours Sonor qui n'hésite pas à monter. Le voici. Sonor. Ça va être un peu fort là, je crains pour Kurbos, il est rapide mais tout de même il ne faut pas exagérer. Voilà, et on a aperçu en ce début de prolongation un Sonor, je vous l'ai dit, c'est un garçon qui a commencé sa carrière comme attaquant, qui s'est retrouvé défenseur, cette saison à Metz et puis souvent au milieu du terrain. Alors il est à l'aise partout, surtout qu'il est entré en cours de jeu, vous vous en souvenez. Mais Loïc, pour l'instant pour les Messins,
c'est qu'ils ne peuvent plus faire rentrer d'hommes frais et on en aura peut-être besoin au cours de ces prolongations où l'on va atteindre très bientôt, dans 30 secondes, 10 minutes de jeu. La touche est Messine. Elle est pour Baraja, qui porte un emplâtre au poignet, comme Bijota, comme Rohr en avait un autre à la cuisse tout à l'heure. Synonyme d'une fin de saison extrêmement chargée, d'un calendrier qui n'est pas toujours régulier. Ajoutez à cela les matchs de l'équipe de France, quelques rencontres de Coupe d'Europe des clubs. Vous me direz que c'est la même chose dans les autres pays. Mais en tout cas, les fins de saison sont difficiles. Oui, disons tout de même que le calendrier français est un peu chargé avec 20 clubs en première division et les matchs aller-retour à partir des 16e de finale. Ça fait peut-être beaucoup, surtout que cette année, il y aura le fameux championnat d'Europe des Nations. Et il y a eu beaucoup de matchs amicaux pour l'équipe de France. Bellone contre Hénor, c'était régulier. Bon, enfin. Public siffle, là je le comprends, genre vous êtes d'accord avec moi, ce tacle me paraissait tout à fait régulier. Régulier, peut-être un peu vif, alors disons que Michel Vautreau s'est un peu laissé tromper par la vivacité du geste, alors effectivement qu'il n'avait absolument pas effrôlé la cheville du Monégasque. Et c'est le ballon qui avait été touché. Coup franc pour Monaco, cette fois de la montagne Gengini qui viennent se concerter. Alors on va changer de tactique, il n'y a plus les bébés, il n'y a plus Bellone et Bravo, il y a toujours Leroux. Il y a la tête de Zapia. Et il y a surtout un coup de sifflet qui va permettre aux Messins de se dégager. 11 minutes de jeu, encore 4 minutes au terme de cette première partie de la prolongation. Et les Messins maintenant très repliés, à l'image de leur capitaine Bernard. Vous l'avez dit, 0-0, c'est super flatteur pour eux. Alors sur une épreuve de pénalty, eh bien tout pourrait leur sourire, mais nous n'en sommes pas là encore. Oui, c'est super flatteur, mais ce n'est pas du tout immérité devant une équipe de Monaco qui indiscutablement déçoit beaucoup. Monaco qui était en passe à un moment de réussir le doublé, qui s'est fait coiffer par Bordeaux et qui maintenant est en passe de tout perdre finalement. Il ne reste que la Coupe de France, ce qui explique peut-être aussi leur nervosité, réussir une aussi belle saison et finalement craquer au tout dernier moment alors que cette tête de Berger la Bergère n'apporte pas grand-chose, surtout que le Berger en question était signalé hors jeu par l'homme au drapeau rouge. Bernard, voilà, très maître de ses gestes, le capitaine Messin, Brastigliano. Quelle solution s'offre à lui? Il y a Congini tout seul sur la gauche, mais encore loin du but. Kurbos, qui était le meilleur buteur Messin cette saison. Congini, garçon qui vient de la 3e division, qui n'a pas grand-chose à perdre comme Baraja. Attention à ce qui aurait pu être une tête de Pécou qui a retrouvé tous ses moyens. Et c'est fort bien pour le Football Club de Metz. Ettori. Pour Claude Puel, 22 ans. Beaucoup de joueurs. Bravo, c'est le plus jeune, 21. Il y a Puel, il y a Moros. Il faut signaler qu'il y a peut-être peu de trentenaires dans cette finale, ce qui est exceptionnel. Il y a eu un rajeunissement des cadres en France, grâce sans doute au centre de formation, alors que Puel est à nouveau en possession du ballon grâce à un coup franc. Bijota, souvent dans l'axe du but. Ah, c'était bien vu de la part de Gengini. Mais il n'y avait personne derrière, si ce n'est les maillots grenats, dont celui de Brastigliano qui repart. Les Messins qui semblent bien en jambes. Peu d'occasions de but, mais il en suffirait d'une seule, qui est arrivé la semaine dernière en demi-finale. Attention, c'est Kurbos maintenant qui était bien placé. En retrait pour Bernard. Et puis c'est le but Messin, marqué par Isberger, le héros Messin. Isberger, l'homme de la Coupe de France qui avait marqué déjà les 2 buts contre Nantes. Bravo Georges, absolument, dans une ambiance absolument fantastique au Parc des Princes. Nous allons voir tout cela au ralenti. Kurbos qui avait encore réussi un remarquable appel de balle qui est parti vraiment à la limite du hors-jeu. Certains joueurs défenseurs monégasques le pensaient peut-être hors-jeu. C'est difficile à dire, non, et je ne pense pas qu'il le soit. Encore qu'avec ce plan-là, c'est difficile de juger. Donc Kurbos qui a vu très intelligemment en retrait un premier joueur de Metz, le ballon est contré, c'est finalement Isberger du bout du pied, droit ou gauche, droit qui trompe Ettori sorti à sa rencontre. Donc Metz à quelques minutes de la fin de la première partie de cette prolongation, alors que nous revoyons pour une deuxième fois ce but et que Bellone s'en va là-bas. Metz mène 1-0. Vous voyez le premier tir contré par Puel.
Et le deuxième, une pichenette d'Insberger qui a fait tomber Nantes et qui a mis un jeu à terre à Monaco, même s'il reste 15 minutes, et même un peu plus, puisque nous sommes toujours dans la première partie des prolongations et on se retrouve avec ce coup franc. Bijota n'est pas loin, tous les joueurs de Metz sont en défense, vous en doutez, sauf un, évidemment, Kurbos, qui adore partir de loin. Le but est venu de lui, on pouvait s'y attendre. Coup franc de Bijota, un tir ou un centre, je pense que c'est un tir de Leroux. Et les Monégasques sifflés qui se disent quelques mots là entre eux face à des Messins beaucoup plus sereins. Cela va de soi et c'est bien normal. Tout cela un moment important puisque après cette touche, eh bien Michel Vautreau va... Puisque nous atteignons pratiquement le premier quart d'heure de jeu, il est même terminé depuis 10 secondes. Elle était bien belle à voir, la joie des Messins. Hein. Il faut dire que depuis 46 ans, ils ne s'étaient jamais retrouvés en finale, ils ne l'ont jamais gagné. Un club pourtant qui a commencé à être professionnel l'année précisément où le professionnalisme a été créé en France, en 1932. Eh bien, je vous l'ai dit, ils étaient contents avec un 0-0, mais ils sont au paradis avec ce 1-0. En tous les cas, la deuxième partie de la prolongation, eh bien, risque d'être, Didier, fort animée. Hein. Fort animé, mais il faudrait que Monaco se ressaisisse, surtout moralement. Pour l'instant, les joueurs de Monaco sont complètement à côté de leur soulier, si vous me permettez l'expression. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ils ont peut-être fait un complexe de supériorité aussi. Difficile à dire, je ne pense pas quand même à un tel niveau. Je ne pense pas également avec un entraîneur comme Lucien Muller qui a dû les mettre en garde contre un excès d'optimisme dans le genre. Mais enfin, les joueurs de Monaco étaient contractés. Ils ont peut-être eu le tort de ne pas appuyer énormément dans le premier quart d'heure de cette partie. Car ensuite, eh bien, Metz a pris confiance. Reprise cette fois de Daniel Bravo. Encore acrobatique, mais qui n'amène pas plus. Et dans quelques secondes, Michel Vautreau va siffler. Alors vous voyez Jean-Philippe Rohr ici en survêtement, Kasper Zak qui n'est pas loin. Et qui sont à un quart d'heure près vainqueurs de la Coupe de France. Mais il y aura encore un petit quart d'heure qui sera petit sans doute pour les Monégasques, mais très long pour les Messins. Oui, très long sur le banc de touche. Vous l'avez dit, on a aperçu Kasper Zak, l'entraîneur polonais. Furieux, Kasper Zak a décidé, quoi qu'il arrive, qu'il quitterait Metz après cette finale. Alors va-t-il changer de décision? Pour l'instant, suivant plutôt Bruno Bellone. L'un des fers de lance de cette équipe monégasque n'a pas eu beaucoup ce soir. Uwe Krause, toujours dangereux dans ce genre de situation. L'avant-centre allemand, toujours très opportuniste, expérimenté, très rusé dans la surface, même lorsqu'il a plusieurs maillots grenats en face de lui. Mais là, cela va donner encore un peu plus de sérénité à cette équipe de Metz qui mène maintenant 1-0. Un but qui a été marqué à la 14e minute de jeu de la première prolongation. Qui se termine d'ailleurs. Donc 1-0, but d'Insberger. Il reste, j'ai du mal à prononcer cela, Insberger, voilà. Il reste un quart d'heure pour les Monégasques pour égaliser, voire l'emporter, ou alors atteindre la séance des coups de pied au but. Nous en saurons un peu plus tout à l'heure. Là, c'est le vice-président, monsieur Mertes, c'est le plus ancien dirigeant de l'équipe du Football Club de Metz. Où il occupe les fonctions de vice-président depuis près d'un demi-siècle. Il serre la main, il est heureux, enfin il n'ose pas la serrer d'une façon trop ferme car il reste encore un quart d'heure. Il faut préciser que cette première prolongation a duré exactement 17 minutes et 34 secondes à cause de l'incident d'Éric Pécou. Ça fera donc 2 minutes de plus pour les joueurs. Alors, comment se porte le moral des Monégasques, à votre avis, Didier, en ce moment? Bon, à mon avis, disons qu'il doit se porter très mal. Tout porte à croire qu'il se porte mal. Déjà, dans la deuxième période, les joueurs de Monaco se posaient des questions, n'osaient pas aller au bout de leurs actions. Le milieu de terrain ne prenait pas beaucoup de risques. Les défenseurs, à l'exception de parfois Moros et Leroux, ne montaient pas souvent, alors que nous allons sans doute revoir le but maintenant. Donc je crois qu'avec ce but, ce fameux but d'Insberger, cela empire. Et au passage, il faut remarquer l'extrême lucidité de Kurbos. Là, c'est Bernat qui a frappé. Le ballon a été contré. Et l'opportuniste, eh ben oui, Insberger était tout près d'Ettori, alors que Lucien Muller et Jean Petit peuvent maintenant sur le banc de Monaco se poser beaucoup de questions. Bravo. Bernat pour Kurbos.
Bernad encore. Pécou. Sonor. Bernad. Et cette fois, évidemment, oui, il était hors jeu, Brasiliano. Pas de beaucoup, mais il était absolument. Et maintenant, donc, Monaco qui va tout faire pour prendre le match à son compte, donner un nouveau rythme et évidemment attaquer le porteur du ballon. Et cela n'importe où sur le terrain. Il faut passer la vitesse supérieure, c'est cela, ou alors adieu la finale. Colombo, toujours Colombo et Kurbos. Bernad. Kurbos, oui. Attention à Kurbos, le roux in extremis du bout du pied alors que Pécou pouvait être également dans le coup et Simon qui arrivera trop tard. On s'encourage un petit peu du côté de Monaco à l'image de Puel là-bas. Discuter avec le roux. Remise en touche avec Bernad, Brasiliano. Bernad prend tout son temps mais il n'est pas attaqué et il faudrait que le joueur de Monaco soit plus agressif dans le bon sens du terme, bien entendu, et pousse un petit peu les Messins à la faute, car en jouant toujours à ce rythme, je ne vois pas comment Michel Etor pourrait être menacé, Georges. Oui, c'est vrai, surtout que ces Messins se sentent un peu plus libérés, un peu plus sereins, encore plus confiants. C'était un peu à prévoir. Bernad, pour l'instant, Sonor. Et dans ces cas-là, on arrive, regardez, à remarquablement jouer, à faire une sorte de passe à 10 et même de montrer de très bonnes dispositions techniques. C'était un peu à prévoir car Monaco s'est quand même fatigué dans les longues luttes du championnat sur 38 journées dans ce mano à mano avec Bordeaux, alors que Metz a réalisé une fin de saison tout en haut, a fait remarquable, 3 victoires consécutives pour terminer, plus des succès sur Laval et sur Nantes qui l'ont amené ici sur cette pelouse du Parc des Princes, où Metz est en finale pour la première fois depuis 38 et où les Messins mènent maintenant 1-0 alors que l'on joue dans la deuxième partie de la prolongation, que Leroux a le ballon. Bijota, Gengini, Amoros est monté mais Sonor est partout. Amoros attaqué sèchement par Brasigliano. En face de lui Zapia qui a fait une partie discrète mais tout à fait efficace. Voilà les Monégasques qui jouent maintenant leur va-tout comme Bijota. Gengini, oh là là, qui était bien placé, cherchait son pied gauche, s'est heurté à De Lorrain. Et M. Vautreau a jugé que la charge était régulière et elle l'était. Isberger pour Kurbos, qui a souvent été démarqué. Alors il a le roux en face de lui. Isberger. Ah là là, il a manqué un petit quelque chose. Non, attention à Kurbos. Oh, deuxième poteau, il ne peut pas tirer. But de Kurbos. Et bien maintenant, l'affaire est faite. But de Kurbos dans un angle quasiment impossible. Ettori a été piégé alors que je disais que Kurbos pouvait tenter sa chance au deuxième poteau car il y avait Pécou absolument tout seul. Il ne l'a pas vu. Et bien tant mieux pour Metz. Tant mieux pour lui. 2-0. Je crois, Georges, maintenant que Monaco ne reviendra jamais à la hauteur de Metz. Regardez, tout d'abord, il donne très bien Isberger au moment où il le faut. J'espère qu'on verra Pécou à l'extrême gauche de votre écran. Là, il tire. Ça va s'élargir. Et regardez Pécou qui est absolument tout seul de l'autre côté. C'était la chose la plus facile à réaliser. Mais enfin, tout leur réussit en ce moment au Messin. On le revoit une deuxième fois avec vous, Georges. Oui, Kurbos, il faut dire que chez Kurbos règne la confiance actuellement. Isberger avait aperçu avec petit clin d'œil, il a aperçu Pécou, il a préféré jouer la carte Kurbos. Et puis là, eh bien, il a fallu jouer rapidement. Hein. Pécou était bien placé, mais Kurbos a, comme on dit, la pêche en ce moment. Ça semblait plus facile car Ettori en bouchant l'angle ne laissait pas beaucoup de chance à Kurbos. Mais il a mis le paquet, comme l'on dit, la praline. Et puis comme Kurbos vient de marquer 6 buts sur le terrain de Nîmes, c'est un exploit qui se réalise peut-être tous les 10 ans, tous les quarts de siècle. Alors là, qui peut le plus peut le moins. 2-0. Et cette fois, le Football Club de Metz a sa finale presque à bout de bras. La Coupe de France lui tend les bras, celle qui est devant le président de la République, alors que Baraja s'est replié, donne à Michel Etor, et que le 2-0 a été marqué après 3 minutes de jeu dans cette seconde prolongation. Et nous l'avions dit d'ailleurs en deuxième mi-temps que la pointe de vitesse de Kurbos et Isberger avaient toutes les chances de poser des problèmes à une défense monégasque beaucoup trop statique, surtout dans l'axe, et que Simon, malgré ses bons tacles, évidemment s'il arrivait en retard, eh bien il n'avait aucune chance. Le premier but est venu de Kurbos, le deuxième c'est terminé par Kurbos, encore que sur le deuxième ce n'est pas pareil puisque là
c'était beaucoup plus facile. Monaco était obligé de prendre des risques défensivement. Ce n'était pas le cas, en tout cas sur le premier but. Bellone. Eh non, Krause n'a rien réussi lui aussi dans cette partie. Et je crois que du côté de Monaco, on ne se fait plus beaucoup d'illusions devant des Messins super motivés. Encore qu'en football, on ne sait jamais. On a bien vu le Racing Club de France marquer hier soir dans des conditions douteuses, il est vrai. 2 buts aux Niçois en 2 minutes, cela dans les arrêts de jeu. Mais c'était pas la même chose quand même. Oui, pas la même chose, surtout que cette confiance habite maintenant, je vous l'ai dit, depuis 2 mois, cette équipe de Metz, qui pourtant traînait les chaussures en début de championnat. Elle a été en automne dernier barragiste, le Prince Régnier et le président de la République. Le Prince Régnier qui faisait plutôt grise mine, Monsieur Mitterrand lui étant partagé, savourant peut-être un peu cette victoire messine qui se dessine encore avec Turbos, qui prononce son match. Turbos encore bien placé, mais Jean-Luc Ettori est sorti au moment où il le fallait. Oui, alors qu'il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat que l'on dit sur le départ, côté Messin, comme Aurore, Turbos, Bernat également, peut-être avec la perspective de la Coupe des vainqueurs de Coupe, encore que le match n'est pas terminé. En football, même s'il y a 2 buts de retard à 10 minutes de la fin, eh bien, il ne faut pas trop s'avancer, comme par exemple avec cette action de Gingini à Moros. Non, c'est terminé. Eh bien, ces Messins, vous le disais-je, resteront peut-être au pays. C'est dommage évidemment de remporter la Coupe de France et de ne pas continuer l'aventure en Coupe de vainqueurs de Coupe. 6 Coupes de vainqueurs de Coupe il y a, car n'anticipons pas trop, il reste 8 minutes. C'est sûr, mais sur le plan physique, on a un peu l'impression, enfin en tous les cas, et a fortiori sur le plan moral, on a l'impression que Metz entame seulement son match. Vous l'avez vu sur ce ballon qui était favorable à Gengini. La victoire donne des ailes, c'est bien connu. Le numéro 10 de Monaco a tardé quelque peu. Il y avait un camarade à gauche, il n'a pas pu lui donner. Et entre-temps, eh bien, 3 maillots au Grenat se sont repliés. Et maintenant, Metz repart avec Pécou. Là, c'est un petit peu trop poussé ce ballon. Alors, Leroux ne s'embarrasse pas. Il faut maintenant gagner des secondes. Alors, on a dégagé loin devant. Puel. Bijota. Et là, Congini aura le devant. Qu'il a dans son dos Patrick de la Montagne. Oui, il n'a pas choisi la meilleure solution, Bijota, dans la mesure, alors que là, il y a le petit accrochage. Non, ça ne va pas très loin, heureusement. Dans la mesure où il est allé chercher Puel qui était marqué sur la droite et que du côté opposé il y avait Daniel Bravo tout seul. Mais enfin il ne peut pas avoir des yeux partout non plus. Tout le monde ne peut pas être Michel Platini. De la Montagne, cette fois Leroux a pris le dessus, Ettor devant Krause et qui peut se saisir du ballon et il ne doit pas trop se presser pour relancer. Voilà qui est fait, il trouve, j'allais dire une bonne touche, pas du tout, il y a Pécou. Inchberger, toujours Inchberger. Simon. Là encore le ballon n'est pas sorti en touche. Amoros qui tente le tout pour le tout. Bravo. Il a intérêt à sortir de cette partie du terrain car il n'a aucune chance. Il y a 3 joueurs qui font écran devant lui. Difficile de faire écran derrière vous, lui, vous me direz. De la Montagne. Toujours de la Montagne qui essaie de passer en force. Et finalement c'est une sortie de but. Sortie de but ou un coup franc, mais ça ne peut pas être un corner en tous les cas. Et bien monsieur Vautreau estime qu'il n'y avait pas faute sur de la Montagne. Donc ballon pour Metz. Et les minutes qui tournent et les minutes et les secondes qui sont messines. Vous avez sans doute compris, même si vous ne comprenez rien. Oui, il n'en reste que 7. Alors il faut quand même remarquer que les Monégasques, bien 7 minutes de la fin, auraient pu baisser les bras 2-0 devant une équipe de Metz gonflée à bloc. Eh bien, les Monégasques auraient pu en prendre un coup au moral. Eh bien, ils tentent quand même le tout pour le tout, bien que cela se fasse de façon confuse, mais c'est pas surprenant, car Monaco ne s'est pas trouvé, comme du reste durant les 90 premières minutes de la première prolongation, dans des situations extrêmement favorables. Là, on appelle un peu plus le ballon. Regardez, on se déplace un peu plus sur le flanc de l'attaque de Monaco. Mais les Messins comme Bernat sont bien en jambes. Turbos est encore à droite, alors c'est lui qui hérite du ballon. Non, eh bien, on laisse pour Sonore. Il y a Saint-Monégasque, il y a Bernat. On va essayer de gagner quelques secondes. On se montre précis. Inchberger, l'auteur du premier but, le but libérateur peut-être pour cette équipe de Metz. Et plus que 5 minutes de jeu. Oui, cette finale Monaco-Metz qui nous rappelle un petit peu la finale entre Saint-Etienne à Bastia contre Bastia il y a quelques années sur cette même pelouse du Parc des Princes. À savoir que c'est l'équipe qui
a le plus voulu cette victoire qu'il a emportée. Sur le papier, Saint-Etienne était bien plus fort que Bastia également, mais entre le papier et la pelouse, il y a un écart considérable, puisque on peut le remarquer encore ce soir. Bellone, Sonore pour Bernat tranquillement. Voilà. Bernat a devant lui Insberger qui peut poser encore des problèmes à Simon. Vous voyez, il est obligé de dégager en touche Simon. Alors que du côté du TFC, Georges, on ne doit pas rire du tout. Disons, pour être sportif, on fait plutôt grise-mine. Je suppose que dans la Cité des Violettes, on s'était massé devant les récepteurs, en groupe sans doute, surtout que les Monégasques étaient donnés sur le papier largement favoris. Mais vous le savez mieux que quiconque, avec cette Coupe de France, il faut s'attendre à tout. Les dernières années nous l'ont prouvé. À tel point que des équipes comme Orléans ou Auxerre qui jouaient en deuxième division ont donné bien des difficultés aux ténors de la division nationale. Et là, Congini n'a aucun intérêt à se presser. Alors il préfère laisser à l'un de ses camarades, en l'occurrence à Bernade. Puel, nouvelle touche. On progresse à petits pas. Donc un joueur comme Eric Pécou, par exemple, va gagner sa deuxième finale avec deux clubs différents, donc Nantes et Metz. Cela est déjà arrivé avec Didier Kouékou, avec Marseille puis Nantes, et puis sans doute à d'autres joueurs. Attention, non, il lui manquait quelques centimètres à Kurbos pour reprendre ce ballon de la tête. Il s'en veut, mais je crois qu'il n'a pas de souci à se faire. Insberger, je vois plutôt un troisième but messin qu'un but de Monaco. Kurbos, il est passé. Oh là là, Pécou n'y a pas vraiment cru, c'est allé très vite, effectivement. Kurbos qui a été l'un des meilleurs joueurs de cette finale, tout comme Bernat et quelques autres messins d'ailleurs. Côté monégasque, ne peut pas vraiment sortir un joueur du lot. Tête de la Montagne qui a tout essayé, il a touché beaucoup le ballon. Ouvre bien ici sur Amoros qui lui aussi a tenté pas mal de choses. Gingini, non. Non, il ne peut pas s'en prendre à M. Vautreau sur cette action. Encore quelques minutes. Combien, Georges, à votre chronomètre 2,30 si je suis synchrone avec la montre suisse de M. Vautreau, enfin montre byzantine, hein, puisque M. Vautreau est franc-comtois. Il arbitre sa quatrième finale, la troisième consécutive. Une finale qu'il a fort bien dirigée, avec deux équipes qu'il connaît sur le bout des doigts. Mais pour l'instant, c'est sur la chaussure de Bijota. Encore ce qu'il convient d'appeler une pichenette. Crozet a tenté quelque chose, mais sans grand succès. Et Jean-Paul Bernade, le valeureux capitaine messin, Metz qui a du champ devant lui maintenant, comme Pécou. Attention à Pécou, je vous l'ai dit, c'était l'homme fétiche. Partout il est passé, il a remporté quelque chose. Le ballon n'est pas perdu, il se bat toujours. Leroux. Bellone qui ne se ressent plus de ses crampes, alors qu'un Monégasque est au tapis pour cause de crampes. C'est sans doute Simon, l'Argentin Simon. L'une des dernières offensives de cette 67e finale que le Football Club de Metz va remporter pour la première fois de sa longue histoire. Et du côté de la Lorraine, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, c'est bien sûr un immense événement que l'on vit en ce mois de mai 1984. Et on pourrait peut-être voir, alors que Simon est toujours blessé, il s'est relevé entre-temps. Vous avez vu au passage François Mitterrand, visiblement content de cette finale et de cette prolongation. On pourrait peut-être voir derrière les buts de Michel Etor tous les drapeaux de Metz qui s'agitent et tout le monde crie. C'est le slogan évidemment, c'est partout dans toute la France. On a gagné, on a gagné. Bijota pour Gingini, l'arbitre laisse l'avantage. Krause, toujours Krause. Bravo. Non. On va peut-être les voir, ces drapeaux. Les voici. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, il y en a un petit peu plus. Ils sont surtout disséminés dans l'ensemble des tribunes. Le dernier ballon va peut-être toucher Tori, enfin Etor, à ne pas confondre avec Etor, pour les 5 dernières secondes maintenant. Alors Etor, bravo. Bellone,
Le dernier ballon peut-être Messin, contré par Bernade. Vous savez que les joueurs aiment se précipiter sur le dernier ballon. Ça fait un beau souvenir. Sonore, Turbos. Et il est pour Bernade. Il est pour Bernade. Et oui, il l'a mis sous le maillot. Michel Vautreau, lui, il aimerait pour sa 4e finale, mais enfin, il pourrait quand même le laisser à Bernade. Il y a déjà des ballons, Michel Vautreau, c'est sa 4e finale. Pourquoi il veut les garder? Je sais pas, il aurait pu le laisser à Bernade, je trouve, hein, genre. Bah, il doit déjà en avoir 3, il peut le laisser à Bernade. Bon, enfin, tant pis, il aura la coupe, Bernade, c'est déjà pas mal. Il n'a pas de coupe de France, Michel Vautreau. Voilà, et les Messins qui se précipitent, pas pour l'instant sur la coupe, mais qui ont échangé leur maillot. Le Football Club de Metz, qui est né l'année précisément où le professionnalisme est né, voilà. L'année où Cannes gagnait la Coupe de France, c'était en 1932. Ils vont saluer leurs supporters, des supporters, je dois le signaler, car ce n'est pas toujours le cas dans les stades du football, qui se comportent de très très belle manière, qui savent aussi applaudir les actions adverses et qui ne tombent pas dans un fanatisme démesuré et complètement stupide, qui savent très bien se tenir. Et donc bravo aux supporters de Metz, on n'en parle pas souvent, on met toujours un exemple d'autres supporters, mais je peux vous dire que ceux de Metz sont tout à fait exemplaires. Ils l'ont encore prouvé ce soir. Nous avons droit au petit tour d'honneur, alors que Philippe Huy pourra peut-être pour nous réaliser quelques petites interviews tout à l'heure. Vous voyez, ils ont le maillot rouge et blanc, c'est normal, ils ont changé le maillot avec ceux de Monaco, mais on peut vous dire qu'ils ne sont pas des monégasques, même si on aurait du mal à les reconnaître d'ici, mais des Messins qui saluent au passage leur public, leur région aussi. Et Bruno Bellone, lui, qui est sans doute très très déçu. Mais je crois, enfin il est sportif et je ne crois pas qu'il remettra en cause cette victoire du FC Metz, qui me paraît assez méritée, alors que nous avons ici en gros plan Jean-Paul Bernade, oui Georges, et Philippe Huy qui n'est pas loin. Philippe, non? Oui, Philippe est à ses côtés, mais il y a une nouveauté qui ne me fait pas extrêmement plaisir, c'est que la fédération française dans l'optique du championnat d'Europe ne souhaite pas qu'à la télévision française on travaille un peu comme dans les pays latins, en particulier au Brésil et en Argentine, et ne souhaite plus que l'on fasse des interviews à chaud, comme ça a été le cas lors des précédents matchs, et en particulier des précédentes finales. Mais je pense que Philippe maintenant est auprès de Bernade. Vous avez vu comment on joue à Metz, je veux dire, avec le cœur qu'il y a eu ce soir. C'est fabuleux dans le sens où Nantes on était favoris, là on l'était pas, on était les petits. Et à mon avis on les a bien mangés les Monégasques. Eric, ça vous fait plaisir, vous qui êtes un ancien Monégasque? Moi j'attends, moi ouais. Vous voyez là au passage vous avez aperçu l'attaché de presse de la fédération, notre camarade Philippe Tournon. Enfin le règlement c'est le règlement. On est en France, peut-être pas au Brésil ou en Argentine. Alors on préfère laisser les joueurs à leur propre joie intérieure et ne pas les exprimer au micro. Moi je trouve que c'est un peu dommage, Didier. En tous les cas, le parc s'est transformé en une véritable chorale. Alors les maillots rouges et blancs, mais ceux de Metz montent. Là c'est Philippe Berger, le directeur sportif, monsieur Vatrin, qui a près de 70 ans et un demi-siècle au club. On espérait pas cette finale. Il y aura des larmes de joie et sur le terrain du parc et surtout dans les Chaumières Lorraine. On embrasse Henri Caspersac, l'entraîneur, qui a décidé de quitter alors que Jean-Paul Bernade salue la foule du Parc des Princes. Et dans quelques secondes, pour l'instant il l'embrasse. Tout à l'heure, il en boira le champagne. Il y a Yves Berger à ses côtés, le footballeur instituteur. Il y a Congini, il y a Sonore à sa gauche. Jean-Paul Bernade qui est le seul joueur de Metz à avoir gardé son maillot d'ailleurs. Et c'est un peu normal. Et cette image fait plaisir car ces joueurs messins étaient peu connus. Ce sont souvent des obscurs qui jouent dans ce championnat de France de première division. Et bien les obscurs sont à l'honneur ce soir. C'est vrai, c'est une image très touchante. Et cela fait quand même plaisir de voir et d'essayer de partager ce genre d'émotions. Ça aussi c'est touchant, les Monégasques qui ne disent pas mot et qui sont là, qui vont se refaire la finale dans la tête et avoir beaucoup de regrets, mais enfin ils sont très jeunes, ils évoluent dans une très belle équipe et ils auront, je crois, d'autres occasions pour remporter une finale de Coupe de France, et ce ne sera pas le cas d'autres joueurs messins encore, que pourquoi pas après tout. Et bien Bernade va avec sa coupe en compagnie de Sonore saluer à la manière un petit peu des Anglais leurs supporters. C'est mérité également ces supporters, vous le savez, dans une région durement touchée par la crise, qui ont fait encore d'énormes sacrifices financiers pour certains, pour aller encourager leurs favoris, car c'est la victoire de Metz, la victoire aussi de toute la Lorraine. Alors que nous allons maintenant vous rendre l'antenne, donc sur cette score de 2-0 en faveur de Metz.
Oui, but marqué, il faut le rappeler, car c'est une étude essentielle au cours de la première prolongation par Innsberger, le deuxième par Kurbos, 2-0 pour Metz qui remporte sa première Coupe de France. C'est un événement. Et puis un autre événement, rendez-vous mercredi prochain, Didier, sur TF1, Oui, ça se bien sûr. passera à Bâle donc pour le match de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe entre Juventus et Porto. Gérard Van